I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh, jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it. Oh. Bonsoir Madame la Présidente, c'est toujours un plaisir pour nous de vous rencontrer. Merci pour votre disponibilité. Vous êtes Madame Monique Becker, présidente des Libertés et Démocratie pour la République, le parti du professeur Emmanuel Koulibaly, et donc vous êtes une femme politique. Alors en tant que politique, si on vous demandait de faire un bilan de la vie politique en Côte d'Ivoire, que diriez-vous? Alors, merci beaucoup. Je voudrais profiter pour renouveler mes vœux les meilleurs à tous nos militants, en particulier et en général aux populations ivoiriennes. Bonne et heureuse année à tous. Je suis Monique Bekia, vous l'avez dit, présidente de Liberté et Démocratie pour la République. En termes de bilan de l'action politique en Côte d'Ivoire, on va dire que ce n'est pas du tout un bon bilan. On a fini 2019 avec des événements qui nous ramènent à l'époque des partis uniques. J'en veux pour preuve plusieurs éléments. D'abord, il y a eu un grand recul démocratique en Côte d'Ivoire avec Alassane Ouattara, qui méprise tous les opposants que nous sommes. Ça, c'est un. Ensuite, ses propres alliés d'hier, en décembre, vers fin décembre, là, on a vu un mandat d'arrêt qui a été lancé contre son allié d'hier et ça a apeuré toute la population. Nous avons tous eu peur. Déjà qu'en 2017, avec les bruits de bottes, et c'était en janvier, et cette fois-ci en décembre, on entend encore des mandats d'arrêt, des arrestations par-ci, par-là. Nous sommes dit, pour nous c'est quand? Peut-être c'est pour bientôt. Alors, l'un dans l'autre, nous disons que sous l'ère Ouattara, c'est un bilan complètement négatif. Il n'a vraiment rien fait pour le bonheur des populations ivoiriennes. C'est pour ça, peut-être qu'on va y revenir, mais je suis la présidente d'un parti politique qui demande aux Ivoiriens d'être un peu plus attentifs au discours des hommes politiques. Alors, cette question, effectivement, l'année 2019 a été une très bonne année pour notre parti. D'abord, nous avons fait le Conseil national qui a réuni plusieurs militants. C'était vraiment la première fois à Azagué, une commune que le parti a acquise aux dernières élections et qui est dirigée par le professeur Mamadou Koulibaly. Ça a été vraiment formidable. Les populations sont venues de partout. Donc ça a été un succès. Et après ce Conseil national, des résolutions ont été prises. Et parmi ces résolutions, il fallait divulguer davantage le projet de société du parti. Ce qui a été fait, et je vous assure que les adhésions au parti ont explosé, on va dire. Parce que c'est la première, je suis sincère avec vous, depuis la création de notre parti en 2019, les adhésions, avant la réunion bilan du cabinet, je ne vais pas avancer des chiffres, mais vous aurez le chiffre officiel. Mais les adhésions se sont multipliées par 5. Et ça, pour ça, en tant que présidente, je suis satisfaite et je suis fière. Ensuite, le parti a gagné en notoriété sur le plan international. C'est vrai, le président, le professeur candidat de notre parti, il a un aura, mais l'expulsion de Mme Nathalie Yamb, que le gouvernement a voulu depuis longtemps et qu'il a mené à terme le 2 décembre dernier, là, a, on va dire, lancé les projecteurs sur notre parti. Au lieu de nous affaiblir, bien au contraire, ça nous a rehaussé. Les gens ont commencé à chercher à savoir, leader, c'est quel parti, qu'est-ce que nous proposons comme projet. Et ils ont eu des informations et nous sommes dans cette dynamique. Le professeur continue des allées et venues au niveau de la diaspora à l'extérieur du pays et nous faisons notre part au niveau local.
Donc, je suis une présidente, on va dire, satisfaite du bilan du parti, au plan des adhésions, au plan des activités, au plan de la notoriété également. Même si, par ailleurs, compte tenu de tout cela, le gouvernement nous méprise et ne nous invite plus à la concertation, mais nous disons que nous sommes ouverts. Le jour où ils accepteront de nous inviter, nous serons présents. C'est un bilan positif. Je suis fière de mon parti. Alors, Président, est-ce que au regard de ce bilan positif, on peut dire que leader pèse sur l'échiquier national en Côte d'Ivoire? Est-ce que leader est un parti représentatif en Côte d'Ivoire? Oui, ma réponse est oui, sans hésiter. Leader compte, c'est un parti qui compte. Aujourd'hui, vous allez en Côte d'Ivoire, dans nos villages, nous avons un représentant ou des représentants dans nos villages. Nous faisons le job par rapport à ça. Vous allez à la diaspora, nous avons des représentants partout. D'ailleurs, il y a même 2 représentants de la diaspora qui sont en ce moment à Abidjan et qui sont passés au siège ce matin et qui étaient avec nous pendant que le professeur rencontrait des nouveaux militants, des adhésions qui viennent d'Abobo. On avait près de 50 personnes, des jeunes, des populations d'Abobo et des étudiants qui sont venus adhérer au parti pour dire que leader compte. Et leader a les meilleures idées pour changer la Côte d'Ivoire. Et le professeur Mamadou Coulibaly n'a pas dévié de sa ligne depuis le début, depuis la création du parti. Il a dit, nous avons un projet de société pour faire en sorte que les hommes politiques que nous sommes, nous puissions rendre compte aux populations. Nous avons un projet de société pour faire en sorte que nos parents paysans ne puissent plus être dans la misère, etc. Ça, ce sont des discours, c'est un discours fort que nos populations écoutent. Leader compte. Leader compte. Il n'y a pas longtemps, le professeur a été reçu en France par le Quai d'Orsay. Si quelqu'un a un parti qui ne pèse pas, personne ne vous invite, personne ne discute avec vous. Mais c'est parce que nous comptons. Nous avons les meilleures idées en tant que parti politique. Ceux qui ont posé l'axe ont pensé que ça allait nous affaiblir. Mais je dis que ça nous a plutôt rehaussé parce que les projecteurs se sont tournés vers nous pour comprendre. Et aujourd'hui, plusieurs personnes savent que notre parti existe. Madame la conseillère, là où elle est, elle va continuer le travail qu'elle faisait ici. D'ailleurs, on va même dire que c'est une très bonne chose dans la mesure où si on a besoin, c'est bientôt la campagne dans quelques mois, si on a besoin des gens pour aller sur les plateaux de télévision et dans les radios en Occident, elle est là-bas, plus accompagnée des DRI qui sont là-bas, feront le boulot. Et mieux, nous, franchement dit, ils nous ont rendu même service. Ils ont pensé qu'ils nous coupaient peut-être le bras ou bien le pied, mais c'est le contraire qui s'est produit. D'ailleurs, ils continuent de parler et ils continuent eux-mêmes de l'entendre. Voilà, nous, ça ne nous a pas dérangé. À leader, il y a beaucoup d'intelligence, il y a beaucoup de compétences. Voilà. Et donc, ça ne nous a pas du tout affaibli. Au contraire. La seule chose, elle n'est pas avec nous, certes, mais on est en permanence en contact. Comme tout le monde le sait, il y avait, après Nathalie, il y a eu Hussein, le DN Hussein qui avait été convoqué. Ensuite, il y a eu Schuman qui a été convoqué. Finalement, il n'y a pas eu de suite. Ce qui est cocasse dans toute cette affaire, c'est que le 11, quand on est allé répondre à la convocation avec Schuman, ils nous ont maintenus à la préfecture de police de 9h jusqu'à 21h. Et puis ils nous ont dit, bon, vous pouvez rentrer à la maison, mais ne sortez pas d'Abidjan, vous revenez le mardi. Mardi, on les appelle pour dire, on arrive, il dit, non, restez chez vous à la maison, le préfet n'est pas sur place, quand il vient, on va vous appeler. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas si le préfet est toujours hors du pays. On n'a plus eu de suite. C'est comme s'il n'y avait jamais rien eu. Tout ça, c'est comme si rien ne s'était jamais passé. Ils n'ont plus donné de suite, c'est resté comme ça.
c'était une manière de peut-être nous faire peur, mais ils ont compris que nous, c'est pas facile de nous effrayer. Voilà. Parce qu'à chaque fois, on partait avec des avocats et on était dans nos droits. Finalement, je pense qu'ils ont laissé tomber. C'est vrai, nous sommes sentis surpris, disons, nous avons été surpris, on va dire, du fait que le gouvernement a invité l'opposition à des négociations. Je crois que c'était le jeudi ou le vendredi. Et quand on s'est renseigné, c'est la veille qu'on leur a dit « on veut vous rencontrer ». Nous, on n'a pas été invités parce que vous savez, ça fait un moment, ils sont dans leur logique de boycotter notre parti parce que c'est, on va dire, c'est le seul parti qui leur donne du fil à retordre. Parce que quand on arrive aux négociations, nous avons toujours des documents, des propositions à leur donner. Or, eux, quand ils convoquent l'opposition, c'est pour juste prendre des photos, il n'y a jamais un ordre du jour précis. Et nous, on les interpelle souvent pour leur dire, on est venu ici, si c'est dans le cadre de la CEI, voici nos propositions. Si on avait été invité, on irait avec nos propositions sur le code électoral. Et puis, c'est pas compliqué. On leur dit ça, c'est en une demi-journée, ça peut se faire. 12 articles qu'il faut modifier rapidement. Ça, c'est une demi-journée. Et puis, le reste, peut-être, ça peut prendre 2 jours. Donc, c'était vraiment pas, on n'a pas besoin de s'asseoir des heures ou des jours pour négocier. Voilà nos propositions, il faut les mettre en pratique, tout simplement. Voilà ce qu'on leur aurait dit. Alors, sur la question de la CEI, leader a proposé une CEI indépendante, véritablement indépendante, c'est-à-dire qui est composée des membres de la société civile. Une CEI où il n'y a pas de parti politique, parce que les partis politiques sont censés être des joueurs. Et depuis 2011, on en parle, personne ne veut nous écouter, y compris nos amis de l'opposition. C'est vrai, tout récemment, le PDCI nous a rejoints dans cette logique pour dire effectivement, si nous voulons que la CEI soit indépendante, il faut qu'il y ait des gens de la société civile et pas les responsables des partis politiques. Alors, sur la question du ministre Mabry, vu en compagnie de sa fille, en train de se réjouir du diplôme de sa fille, mais le ministre vient tout simplement de confirmer le fait que l'enseignement, l'éducation nationale en Côte d'Ivoire était dans une situation dramatique, pour ne pas peut-être aller très en profondeur des choses pour mon sentiment, mais je pense qu'il vient de confirmer à tous les Ivoiriens que l'école ivoirienne est malade. Au point qu'un ministre de la République préfère envoyer son enfant en Angleterre pour fréquenter. Mais si on veut aller plus loin, l'université des Grands Bassam, ce n'est pas à la portée de tout le monde, de l'Ivoirien lambda, sauf les DG, les ministres et autres qui peuvent envoyer leurs enfants là-bas. Et lorsque ton enfant a soi-disant eu une bourse, ce qui reste encore à prouver, si toi, le parent, tu n'as pas les moyens, ton enfant ne peut pas partir. Donc, monsieur le ministre, nous ment. Ça, je le dis tout net. Monsieur Mabry, vous êtes un ministre de la République, vous nous mentez. On va dire même tout votre gouvernement nous ment depuis le début. Et c'est pour ça que le leader propose que désormais, les dirigeants doivent rendre compte. Vous devez nous rendre compte, monsieur Mabry. Je suis madame Monique Bekia, je demande à monsieur le ministre de rendre compte aux Ivoiriens. Parce que ce qu'il a donné comme explication, ça ne peut pas convaincre même un enfant de CM2. À plus forte raison, des grands responsables comme nous. Voilà ce que j'avais envie de dire. Nous, on va dire que tous ceux qui pensent qu'il faut avoir un groupe ethnique ou bien même religieux avant d'être élu quelque part, ils se trompent. C'était peut-être valable il y a 30 ans. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Tout le monde a l'air de l'Internet. Tout le monde comprend. Le professeur Koulibaly, je vous assure que des personnes, et non des moindres, des grandes personnes disent, depuis vos vidéos, nous comprenons mieux la politique et qu'on n'avait jamais rien compris de la politique. Pourtant, ils se disaient qu'ils faisaient de la politique. Aujourd'hui, ils comprennent. Donc, nous faisons la pédagogie. Des gens
on ira vers tout le monde dans nos villages, dans nos campements pour expliquer aux gens. Ils comprendront. Bon, leader a les moyens de sa politique, mais vous savez, une élection coûte excessivement cher. Et la plupart du temps, tous ceux qui sont candidats dans nos pays africains, ils se tournent vers l'Occident pour les financer. Et une fois quelqu'un de l'Occident ou des gens de l'Occident vous ont financé, c'est eux qui ont votre agenda. Hein. Tout ce que vous voulez faire, c'est à eux que vous devez rendre compte. Le professeur Coulibaly veut rompre avec cela. C'est pour ça, d'ailleurs, il n'est pas le premier à le faire. Hein. En Europe, ça se fait. On demande à tous les Ivoiriens, à tous les Africains qui ont lu son projet de société, son programme de gouvernement, de contribuer de telle sorte qu'ils puissent nous rendre compte à nous et non rendre compte aux gens de l'Occident. Tous les candidats le font. J'ai même lu quelque part que M. Trump a lancé sa campagne des levées de fonds et il a même eu plus qu'il n'en faut pour sa campagne. Pour dire que c'est vrai, je suis d'accord avec eux, c'est une première en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire. C'est une première. Mais ça fait partie des ruptures que nous voulons opérer. Notre parti veut opérer. Si les Ivoiriens financent la campagne de Coulibaly, Coulibaly rendra compte aux Ivoiriens et à personne d'autre. Voilà le sens. Une campagne, elle coûte cher. Même la campagne n'est pas encore ouverte, mais on fait des missions à l'intérieur du pays. Tout ça, il faut de l'argent. Ça coûte excessivement cher. Pour quelqu'un qui n'a pas volé, comme les autres l'ont fait, évidemment, il n'a pas les moyens, il n'a pas grand moyen. Donc, pour la campagne, il sollicite les Ivoiriens. Je veux appliquer une politique en votre faveur. Si vous êtes d'accord, il faut financer ma campagne. Et je pense que beaucoup d'Ivoiriens ont compris cela. Des Africains aussi ont compris et qui commencent à contribuer. Et donc, je les félicite. Cette question, il ne faut pas la poser, il ne faut pas en faire un débat. Mais je les comprends parce que c'est une grande première en Côte d'Ivoire. Donc, je les comprends. Leader News se dit que peut-être que ça sera un peu difficile de pouvoir répondre à vos attentes, c'est-à-dire qu'à votre appel, est-ce que la population où on a 49% qui vit en dessous de $1, est-ce qu'ils pourront vraiment contribuer à la campagne du professeur Matteo Coulibaly? Ils pourront répondre à vos attentes? Oui, moi je pense que la contribution qu'on demande aux uns aux autres, c'est pas une grosse somme qu'on demande. C'est vrai qu'on est à 10 mois de l'élection présidentielle, mais la population ivoirienne, dit-on, on est 25 millions d'habitants. Alors, si dans les 25 millions d'habitants, si ne serait-ce que 5 millions décident de donner 1000 francs ou bien 25, même 10 francs, c'est toujours bon à prendre. Et si on regroupe tout ça, ça peut faire avancer les choses. On ne demande pas aux gens de donner des grosses sommes, ce n'est pas possible. Nous savons tous qu'en Côte d'Ivoire, il y a 46% de gens qui sont pauvres. Ça, on le sait. C'est pour ça qu'on demande une contribution volontaire, c'est-à-dire en fonction des moyens de chacun. Voilà, il n'y a pas une somme qui est définie. C'est vrai, peut-être que ça ne suffira pas pour faire une campagne avec des hélicoptères, mais je pense que ça suffira. Ça suffira pour faire une campagne normale, de porte à porte, comme on l'a toujours dit, et puis pouvoir payer le carburant pour nous déplacer. Mais pas de... Effectivement, si c'est une campagne avec des hélicoptères, ça ne suffira pas. Mais si c'est une campagne normale, ça suffira. D'accord. Avant de répondre à la question proprement dite, je voudrais dire comme ça aux uns aux autres que si on prend la chose de cette façon, c'est comme si tout le projet de société de leader était basé sur la réforme du franc CFA. Alors qu'il y a 7 grands points dans cette réforme. Le premier des points et qui est très important également, c'est la réforme du foncier. Ensuite, il y a le contrôle du gouvernement. Et donc, si on revient à la question du franc CFA qui est, je pense, en 4e position, si je ne m'abuse, dans ce projet de société de notre parti, rien n'a changé. Simplement, c'est le nom qui change. Sinon, l'élément le plus important de cette réforme-là, c'est la garantie. Est-ce que la France va plus garantir l'éco? Voilà la grande question. Si oui, ça veut dire que rien n'a changé en réalité.
Le reste, là, c'est l'accessoire. Le point, le nœud du problème, c'est la garantie. Si c'est la France qui garantit toujours cette monnaie-là, nouvelle monnaie baptisée ECO, là, ça veut dire que rien n'a changé. Ça, c'est ce que je peux dire. Normalement, les tests, c'est-à-dire le dernier congrès de notre parti a donné mandat au professeur Mamadou Koulibaly de faire toutes les alliances et ensuite informer le parti. Donc, nous sommes dans cette dynamique. Donc, les questions des alliances, il faudrait que ce soit le professeur, le candidat lui-même qui fasse les démarches et qui en parle. Mais en tant que président du parti, je peux dire que il a eu le feu vert. Le parti a donné quitus au candidat de mener toutes les alliances qu'il voudra bien faire en tant que candidat. Oui, merci pour la question. L'objectif des leaders est connu, porter le professeur Mamadou Koulibaly à la tête de l'État de Côte d'Ivoire au soir du 31 octobre 2020. Nous sommes à 10 mois de cette élection, donc nous nous concentrons, nous nous mobilisons tous pour cet objectif. Et pour cela, nous allons nous déployer sur le terrain avec le concours des populations ivoiriennes pour porter le message pour qu'ils soient élus. Je n'exclus pas évidemment le fait que dans une élection, il y a toujours des coalitions. Et ça va venir en son temps. Mais pour l'instant, nous faisons notre travail pour l'objectif qui est que le professeur Mamadou Koulibaly soit à la tête de la Côte d'Ivoire cette année en tout cas. Est-ce que vous avez toutes les chances, tous les moyens pour atteindre ces objectifs? Toutes les chances, nous les avons parce que le premier élément, c'est le projet de société qui est bon pour les populations. C'est ça qu'il faut regarder en priorité. Ensuite, il faut regarder qui conduit ce projet de société, qui porte ce projet de société. C'est le professeur Mamadou Koulibaly que tout le monde connaît comme un homme intègre, comme un homme de parole. Et donc, avec ces deux éléments, ajoutés au fait que, bon, à un moment donné, il nous faudra partir avec d'autres ensemble, bon, on n'a vraiment pas de problème. On l'a déjà réussi à Zaguié. Le professeur, il est leader, mais il est parti avec d'autres amis qui sont du PDCI, du PIT et même du RDR. C'est avec eux qu'il a gagné la mairie. Donc, nous avons tous les atouts pour être à la présidence de la République, le professeur, je veux dire, en 2020, cette année en tout cas. Pensez-vous que votre projet est compris lorsqu'on sait que nous sommes dans un pays où la majorité écrasante est analphabète? Oui, ça, c'est des arguments qu'on donnait il y a quelques années. Mais aujourd'hui, les Ivoiriens ont compris. On est à l'ère de l'Internet, les esprits sont ouverts, tout le monde comprend. Surtout les étudiants aujourd'hui qui comprennent que, pour revenir un peu sur cette affaire Mabri, qui ont compris qu'on les sacrifie ici pour le bonheur des enfants des ministres. Je pense que ceux-là, ils ne peuvent pas laisser un projet de société comme celui de Mamkoul pour aller voter quelqu'un d'autre. Voilà, nous avons toutes nos chances. Merci beaucoup. Comme je le disais à l'entame de cette interview, que je souhaitais mes vœux les meilleurs aux militants de mon parti. Je leur souhaite la santé parce que l'œuvre que nous avons entreprise depuis 2011, ce n'est pas du tout évident, ce n'est pas facile. On a besoin d'avoir la santé pour mener cela jusqu'à son terme. Je souhaite également la paix aux Ivoiriens et à tous ceux qui habitent sur le territoire ivoirien. Je leur dis bonne et heureuse année 2020 avec Mamkoul.